Cette GT3 RS était complètement sous l'eau. Et je l'ai quand même acheté. Ouais! Et maintenant, je me retrouve avec ça. Et ça. Et il s'avère que si vous foncez avec une voiture toute neuve dans quelques arbres, puis dans une rivière, tout se remplit d'eau. Oh! Oh! Et maintenant, je dois voir si cette voiture peut vraiment être réparée ou si j'ai juste gaspillé 130 000 $ de ma poche. Et il y a une question à laquelle on veut tous une réponse. Comment une voiture aussi rare et chère a-t-elle bien pu finir dans cet état? Eh bien, aujourd'hui, on va parler avec l'ancien proprio. On est parti faire un tour et je ne connaissais pas très bien les routes. Donc ça, c'est ce qui fait la différence, qui a tout changé, on dirait. Si ce moteur n'est pas bon, eh bien, tout ça aurait été pour rien. On espère maintenant... Enfin, il y avait beaucoup d'eau dedans, et on a versé du liquide sur les pistons, sous les pistons, et maintenant on peut vider tout ce liquide. Et c'est maintenant qu'on va pouvoir démarrer le moteur, et si ça abîme les cylindres, alors il nous faudra démonter le moteur et le reconstruire. Beaucoup de gens vont nous demander de le reconstruire de toute façon, mais ça demande plein d'outils spéciaux que nous n'avons pas avec nous. Pour l'instant, si on peut s'en sortir sans le faire, c'est tout le monde qui y gagne, donc on va d'abord retirer le liquide. En ce moment, je suis en train de pomper toute l'huile et le WD-40 qu'on a laissé dans le moteur, en espérant que ça enlève toute la rouille qui s'y trouve. Oh, c'est vraiment rouillé. Oh, parce que si on faisait tourner le moteur avec de la rouille dans le cylindre, le piston remonterait et rayerait les parois des cylindres, ce qui détruirait complètement le moteur. Je suis dedans. Et même si l'huile et le WD-40 ont l'air d'avoir enlevé une partie de la rouille, tout n'a pas disparu. Ouais, c'est vraiment dedans. Ouais, on doit vraiment sortir ça. Ce cylindre doit être impeccable. Et quand on retourne la caméra, on peut voir sur le dessous des soupapes qu'il y a encore de la rouille. Et sur les sièges de soupapes. Regarde, il y en a encore en haut. Tu vas devoir faire un réglage des soupapes. Il va vraiment falloir démonter tout ça et faire un réglage des soupapes. Donc, quand les soupapes essayent de se fermer, si elles ne se ferment pas complètement à cause de la rouille, on risque de perdre beaucoup de puissance de moteur. Et puis, notre principale préoccupation, ce sont les parois des cylindres. Oh! Elles sont toujours couvertes de rouille. On peut pas le tourner dans l'état actuel. Ouais, non, c'est pas bon. Ok, ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Tout ça veut dire qu'on ne peut pas faire tourner le moteur, car on risquerait de l'endommager. C'est un moteur qui coûte 40 000 $, et on ne veut surtout pas l'abîmer. Et aussi, pour réparer ça, on doit aussi enlever les culasses de chaque côté et nettoyer l'intérieur. Et quand on fera ça, on devra peut-être changer les joints de culasse et les boulons de culasse. Et on va aussi avoir besoin d'outils spéciaux. Donc, on va devoir les commander avant même de commencer. Mais, à vrai dire, tout ça ne s'annonce pas bien. Ce n'est pas ce qu'on attendait. Pour pouvoir réparer ce moteur, nous devons le démonter. Et ni mon père ni moi n'avons la moindre expérience avec les moteurs Porsche. En plus, même si on arrive à réparer le moteur, on n'a toujours pas vraiment de bonne voiture pour l'installer. Voici la carrosserie. On y a bien réfléchi et on espérait que quelqu'un pourrait nous aider. Mais comme ces voitures sont super rares et difficiles à trouver, c'était presque impossible de dénicher une carrosserie ici. L'autre option était donc de la réparer. Donc pour réparer ça, on va avoir besoin d'un panneau latéral arrière et on aura aussi besoin de toute la structure interne. On va avoir besoin d'un toit, on va avoir besoin de tout cet habitacle avant. Il y en a pour environ 17 000 $ d'habitacle avant ici. Tout peut être réparé, mais ça coûte cher. Mais vu le prix qu'on a payé et tout le temps et le boulot qu'on a mis pour tout ça, je pense vraiment que ça ne vaut pas le coup. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi abîmée que ça. Mais on a une solution. Et elle se trouve au Royaume-Uni. Et voici la solution. Tu lis ça, l'habitacle. J'ai oublié de quel œil faire un clin d'œil. Mais comme vous pouvez le voir, Tulissa n'est pas vraiment au top non plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est une voiture avec le volant à gauche. Alors on espère pouvoir la réparer. Et mettre tout ce qu'il y a sur la Porsche mouillée sur Tulissa pour en faire une bonne voiture. Cette carrosserie vient d'Allemagne. Et comme elle est super abîmée, elle ne peut pas être remise en circulation en Allemagne. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être remise en état de rouler dans un autre pays. Mais envoyer Tulissa d'ici à ici nous a coûté une fortune. Et
on ne peut même pas exporter cette coque de façon permanente aux États-Unis. Parce que Tulisa est une voiture allemande avec un numéro VIN allemand. Elle ne peut être importée temporairement aux États-Unis que pour 1 an. Après quoi, elle doit repartir. Donc en gros, ce qu'on doit faire, c'est récupérer toutes les pièces qui sont en bon état. Ce qui n'est pas grand-chose, y compris le moteur. Et les ramener à la base pour le construire là-bas. C'est l'un des projets les plus fous qu'on ait jamais tenté de réaliser. Et il est maintenant partagé entre 2 pays. Je pense qu'on peut y arriver. Retour au Royaume-Uni. Non! Retour aux États-Unis! La Porsche rentre à la maison. Hé! C'est vraiment léger. Enfin, une bonne partie en tout cas. C'est une bonne porte. Je débranche le siège. On ne sait toujours pas si les composants électriques de cette voiture marchent vraiment. On n'a même pas la clé pour vérifier. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que les fusibles principaux après la batterie aient sauté pour qu'aucun courant ne passe dans les modules ou tous les ordinateurs de la voiture pendant qu'elle était sous l'eau. Et les fusibles principaux sont sous le tableau de bord. Ouais. C'est là qu'on trouve tous les fusibles principaux. Tu sais, ce qui aurait été beaucoup plus simple, c'est s'ils avaient mis ça de ce côté-là. Mais au lieu de ça, ils l'ont mis sous le tableau de bord parce qu'ils se sont dit « Ah, je t'ai bien eu !» Ils nous ont eu 2 fois avec cette blague, non? Ouais, ils nous ont fait la blague 2 fois. Pourquoi est-ce qu'on recommence? Le premier fusible que je vais vérifier, c'est le fusible pyro, c'est-à-dire le fusible qui saute quand un airbag se déploie dans une voiture, ce qui empêche la voiture de redémarrer, car il coupe directement l'alimentation du démarreur. Ok. D'accord. Multimètre! Ok, donc tu vois, quand il se touche, ça fait un bip. Donc, si quelque chose passe à travers, ça devrait biper. Voyons voir si ça va biper. Espérons qu'il n'y ait pas de bip. Oui. Le fusible pyro a sauté. Juste pour vérifier, il y a du courant ici, mais pas là. Donc pas de bip. Ensuite, voilà les fusibles principaux de la voiture, qui vont à la carrosserie et tout ça. T'en penses quoi? C'est pas bon. Il y a un bip? Ouais. Ça, c'est bon. Ça va. Ce n'était pas terrible. On dirait qu'aucun fusible n'avait sauté. Tous les fusibles sont OK. Et à cause de ça, ils n'ont rien protégé dans la voiture. D'accord. Si les fusibles sont en bon état, pourquoi ce serait un problème? Parce que si le fusible avait sauté ici, il aurait protégé tout le reste de la voiture. Ah. Et donc, comme ils n'ont pas sauté, ça veut dire que l'électricité les aurait traversés et peut-être aussi traversés dans le tableau de bord, ce qui a pu complètement le casser. Parce que c'est là que l'eau se serait accumulée. C'est vraiment pas top. Mais c'est le risque que j'ai pris. Du coup, je ne saurais pas si ces composants électriques fonctionnent avant d'avoir tourné la clé, qui n'était pas fournie avec la voiture. Mais, après avoir posté la vidéo précédente, on a trouvé quelqu'un qui sait peut-être où se trouve la clé. Mec, ouais, non, je vous ai contacté parce que je savais que vous cherchiez la clé, et je me suis dit, ces clés sont dans mon salon. Ah bon? Mec, quand j'ai eu l'accident, la voiture a été emmenée chez un dépanneur. Je me suis dit, il faut que je récupère la bande d'incendie. Je vais la garder en souvenir. Elle est dans mon salon. Elle est dans mon salon. Voici l'ancien proprio de la GT3 RS. Le gars qui l'a accidenté et qui l'avait achetée toute neuve. Et on a plein de questions à lui poser. Combien de kilomètres t'as fait avec la voiture? Avec cette voiture, j'ai fait environ 320 kilomètres. Je l'avais achetée la veille chez Porsche Bellevue. Ouais. Le gars qui était à côté de moi, c'est lui qui a choisi la voiture. Ouais. Et j'ai pris ma voiture pour aller chez lui, je le connaissais pas. Je suis pas vraiment pote avec lui, mais j'ai acheté la voiture qui l'attendait. Ah, donc t'as acheté son allocation? Ouais, il s'est désisté. J'y crois pas. Du coup, je l'ai acheté, j'ai payé 150 000 de plus, et j'ai conduit jusqu'à chez lui. Je me suis dit qu'il voulait voir ce qu'il avait commandé. Ouais, comme ça il pourrait au moins en profiter. Bon, on est parti faire un tour, et je connaissais pas vraiment les routes. Il y avait un virage super serré, et puis il y avait... Ouais, en fait... C'était une mauvaise décision, tu vois, mais... Est-ce que tu roulais vite quand tu t'es planté, alors?
Ouais, on roulait vite. Tu as fini dans l'eau ou tu es sorti avant que la voiture ne tombe à l'eau? Non, mec, on était dans l'eau, dans la voiture. C'est pas vrai! Mec, mon passager ouvre sa porte, il n'arrivait pas à l'ouvrir, il a vu de l'eau entrer. Oh non! J'ouvre ma porte, on sort tous les deux de mon côté, et on nage jusqu'à la falaise. On a grimpé la falaise. Je me retourne et je vois les ailes qui sortent de l'eau. Oh mon Dieu! Donc c'est comme ça que la voiture a été accidentée. Mais ce que je voulais savoir, c'est si la voiture roulait quand elle est tombée à l'eau. Et si c'était le cas, ça pourrait causer encore plus de dégâts au moteur. La question principale aussi est, est-ce que la voiture était allumée quand elle est tombée à l'eau? Je sais que tu veux vraiment le savoir. Donc on a heurté un arbre, ouais. Je crois que la voiture a fait un tête à queue. On a heurté un autre arbre, et c'est là qu'elle a fini sa course dans l'eau. Je sais pas si c'est à cause du choc, parce que les airbags se sont bien déclenchés. Ah, ok. Si en cas de choc, l'ordi de la voiture coupe le moteur, je sais pas, c'est possible. Oh, encore des nouvelles que je ne voulais pas entendre. Si cette voiture est tombée à l'eau avec le moteur allumé, elle a peut-être aspiré de l'eau dans le cylindre. Et quand les pistons ont essayé de remonter dans le cylindre, ils ont essayé de comprimer l'eau, ce qui aurait possiblement pu tordre une bielle. J'espère que vous allez y arriver. Bonne chance pour la construction. T'es un boss, je vais garder un œil dessus. Je te dis à plus. Ouais, mec. Salut. On ne sait même pas si ce moteur est en bon état. J'espère que le moteur s'est arrêté avant d'entrer dans l'eau. On pensait qu'il s'était arrêté avant de tomber à l'eau. Mais comment savoir que ce n'est pas l'eau qui l'a arrêté? Oh là 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 là. En plus, il a payé 150 000 livres de trop pour cette voiture. Ouais. Lequel s'est fait le plus arnaquer, toi ou lui? Peu importe. J'ai toujours une Porsche GT3 RS à démonter et à ramener chez moi, au Royaume-Uni. Je ne saurais pas si tout ça marche tant que je n'aurai pas tout remonté. On sait que le fusible pyro a sauté, mais ça vous empêche juste de redémarrer la voiture. Je ne suis pas sûr que ça éteigne vraiment la voiture une fois que l'airbag s'est déployé. Maintenant qu'on a mis le moteur sur une palette, c'est le moment de démonter le reste de la voiture. On prend absolument tout ce qui peut être récupéré. Wow! Mon père a construit une énorme palette pour en faire une grande boîte. Et tout va être ramené à la maison. Le moteur repart au Royaume-Uni. On y va. Tu lis ça. On est de retour au Royaume-Uni, et comme vous pouvez le voir, il fait un froid de canard ici. On aurait préféré le faire aux États-Unis. Mais ça n'a pas pu se faire. Mais ça veut dire que cette voiture reste au Royaume-Uni. Allez! C'est une voiture à conduite à gauche, et elle va rester comme ça, parce qu'on a toutes les pièces pour la conduite à gauche. On ne peut pas la changer en conduite à droite. Parce que la carrosserie est complètement différente entre la conduite à droite et la conduite à gauche. Mais maintenant, on doit s'occuper de ça. On n'est pas encore tiré d'affaire. Vous allez peut-être penser qu'on est tous complètement fous. Parce que ça ne semble pas valoir le coup financièrement. Mais en fait, ça en vaut la peine. Parce que ce véhicule ne peut pas être remis en circulation en Allemagne à cause de tous ces dommages. Je crois qu'il a glissé sur le toit. Il y a en fait un pli dans le toit à cet endroit. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le remettre en état au Royaume-Uni, à condition de le réparer et de le remettre en état de marche. L'habitacle, tu lis ça, est en fait en bon état. À part, bien sûr, quelques petits dégâts. Ici, on a un quart bosselé. Le toit est clairement en mauvais état. On a un montant A complètement défoncé ici. On a un panneau arrière complètement défoncé ici. Mais à part ça, tout va bien. C'est bien mieux que celui qu'on avait aux États-Unis. 30 000 livres sterling, c'est le prix que m'a coûté cet habitacle. Ça me semble être une bonne affaire. Et pour 15 000 de plus, j'ai eu le faisceau de câble avec quelques modules, on dirait. J'ai donc acheté la GT3 RS mouillée pour 100 000 livres sterling et l'habitacle avec le faisceau de câble et quelques modules pour 45 000 livres sterling. Ce qui me fait un total de 145 000 livres sterling pour cette construction, bien en dessous de la valeur réelle de ces voitures. Mais ça ne sert à rien d'avoir une bonne carrosserie
si on n'a pas un bon moteur à mettre dedans. C'est ça qui va tout changer. Est-ce que ce moteur peut être réparé? On va bientôt le savoir. Bon, pour accéder à l'intérieur des cylindres et éliminer la rouille, on doit retirer la culasse. Quand vous enlevez la culasse, vous devez changer les boulons et les joints de culasse. Et je les ai commandés chez Porsche. La première chose à faire, c'est de marquer exactement où se trouve chaque pièce pour pouvoir tout remonter. On va pouvoir savoir exactement où c'était et où ça a été synchronisé, parce qu'on n'a pas vraiment de manuel pour ça. Quand on démonte un moteur, on est censé le retourner pour qu'il se trouve à ce qu'on appelle le PMH, le point mort haut. Comme ça, c'est plus facile à démonter et c'est plus facile à remonter. Mais comme vous le savez tous, on ne peut pas retourner le moteur pour l'instant, car on risquerait d'endommager l'intérieur. Donc on doit juste marquer l'emplacement actuel du moteur, puis on pourra commencer à le démonter. Je ne sais pas comment ça va marcher, mais si ça ne marche pas, c'est 40 000 $ qui sont en jeu. Tu te sens confiant? Je suis toujours confiant. Une fois que j'aurai dégagé le câblage d'un côté, on pourra retourner le moteur et je pourrai commencer à démonter 3 cylindres d'un côté du moteur. C'est ce qu'on a fait. Je commence par le collecteur d'échappement. Une fois que j'ai enlevé ça, j'ai commencé à dévisser les variateurs d'arbre à cames qui sont contrôlés électroniquement. Je ne sais toujours pas comment faire, alors vous allez devoir être patient avec moi. Eh bien, c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Je ne pense pas que ça nous ait vraiment aidé. Encore une fois, parce qu'on ne sait pas trop comment ça marche, et parce qu'on n'a jamais vraiment fait ça avant, on fait super gaffe et on note tout là où les pièces se trouvent, parce qu'on sait que le moteur est bien réglé. Donc dans le pire des cas, quand on remontera ce moteur, on s'assurera que tout est bien aligné avec les marques bleues qu'on a faites avec le marqueur. Comme ça, on sera sûr que tout est en ordre. Une fois que c'est fait, je peux retirer le cache culbuteur, ce qui laisse apparaître 2 arbres à cames. Voici les arbres à cames du moteur. De ce côté, c'est l'arbre à cames d'admission. Et ce que ça fait, c'est que ces lobes ici, quand ils tournent, quand le moteur tourne, ça descend et pousse une soupape pour soit ouvrir la soupape d'admission, soit la soupape d'échappement. Comme vous pouvez le voir ici, celle-ci est enfoncée. Le lobe de cam pousse celui-ci vers le bas, ouvrant la soupape d'échappement. Mais de ce côté-là, la soupape d'admission est fermée. Parce que l'arbre à cam pousse et est pointé vers le haut. Maintenant, si vous vous emmêlez dans le timing et que vous les faites tourner dans le mauvais sens, de sorte qu'elles ne sont pas synchronisées entre elles, quand un piston remonte, il pourrait écraser la soupape et toute la voiture serait détruite. Ce serait vraiment pas bon. Donc, c'est vraiment super important de marquer exactement où on est, à l'endroit précis, parce qu'on doit revenir exactement au même endroit. Il y a des outils spéciaux pour réussir à faire ça, mais on ne les a pas, et si on fait sans, c'est de la magie. Il faut utiliser ça. Donc... Maintenant, mon père fait encore plus de marques avec un marqueur pour qu'on puisse tout remettre à sa place. La prochaine étape, c'est d'enlever ces arbres à cames, parce qu'en dessous, il y a tous les boulons pour enlever la culasse. Avant de retirer les arbres à cames, il faut d'abord s'assurer que cette chaîne est bien détendue, parce que là, elle est super tendue. Et c'est le tendeur qui l'attend. Regardez ça. Donc ça se remplit d'huile par là, je pense. Ça pousse toute l'huile en dessous et ça pousse contre la chaîne pour la garder bien tendue. Après ça, on doit enlever les variateurs de cam, ces rouages sur lesquels repose la chaîne. Dès qu'on aura retiré ça, on pourra sortir les arbres à cam, car cette chaîne n'est pas assez détendue pour les soulever. On utilise l'outil Porsche et une clé à molette. Il faut un outil spécial pour les enlever. Mais comme vous pouvez le voir, on n'en a pas. Et on en aurait bien besoin. Notre tournevis et notre clé ne suffisaient pas, alors on a dû réfléchir à une solution originale et essayer de le retirer sans utiliser cet outil, ce que mon père a réussi à faire. Ouais! Et voilà, les 2 arbres à cam sont sortis. Maintenant, on peut accéder aux boulons de la culasse. Une fois ces boulons retirés, vous devez les remplacer quand vous remontez le moteur, en même temps que le joint de culasse. Et quand je les ai commandés chez Porsche, ils étaient assez surpris, car il n'y a pas eu beaucoup de commandes pour ces pièces. Ils m'ont dit que ces moteurs ne tombaient jamais en panne. Ah, c'est laiteux ici. Et voilà, la culasse démontée. Et ça n'a pas l'air bon. Les gars, c'est un peu compliqué. c'est vraiment mauvais. Ouais, Oh, cool. ça... Oh, regarde, c'est quoi tout ça?
C'est le... C'est quoi ça? Eh bien, heureusement qu'on n'a pas démarré le moteur. Parce que maintenant, on a un bon aperçu de ce qui nous faisait peur. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, de toute façon, si on veut enlever ce bloc, les pistons doivent glisser vers le haut ou vers le bas pour enlever le bloc. Donc de toute façon, à un moment donné, il doit tourner. Donc soit on essaye de nettoyer ça, et ensuite on le retourne, ce qu'on devrait probablement faire. Mais avant ça, on devrait s'occuper de l'autre côté, également. On est maintenant un peu plus près de faire tourner ce moteur. Les cylindres n'ont pas l'air en super état, mais on peut mieux y accéder maintenant pour les nettoyer avant de retourner le moteur. Mais avant ça, on doit encore démonter l'autre côté du moteur. Et une fois qu'on aura démonté ça, on ne pourra plus voir à l'œil nu si une des bielles est tordue. Mais on pourrait le savoir en faisant tourner le moteur, car certains pistons ne monteront pas jusqu'en haut du cylindre. Oh là là, ça a l'air rouillé. En fait, ce côté du moteur a l'air en plus mauvais état que l'autre. Il y a beaucoup de rouille dans ces cylindres. Et si on le retournait comme ça le détruirait à coup sûr. Je verse donc un peu de nettoyant dans les cylindres, ce qui devrait permettre d'éliminer la rouille. Je croise les doigts. Bon. Je pensais que ça allait être... Vraiment, je pensais que ça allait bien avancer maintenant. Mais il est possible que ce moteur ait tourné quand il est tombé à l'eau. Et il y a un truc qui nous inquiète un peu ici. C'est ce cylindre. On a mis du produit anti-rouille pour essayer d'enlever la rouille. Ouais, tu vois cette marque noire là? Tu la vois? Ouais. Maintenant, on dirait que... C'est comme si... On dirait que c'est plus bas que le cylindre, si tu vois ce que je veux dire. Donc ça n'a pas soulevé la rouille, on dirait que ça a piqué à l'intérieur. Mais pourquoi ce serait comme ça, juste là, à cet endroit-là? On essaie de comprendre pourquoi, mais ça a l'air rugueux. La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est que la rouille a rongé la paroi du cylindre. Si c'est le cas, je pense que... j'ai gaspillé encore plus d'argent pour un habitacle. Alors, comment on peut en être sûr? Je sais pas, je pense qu'on va devoir s'engager à le retourner. Je pensais vraiment qu'on allait reconstruire le moteur dans cette vidéo. Je pensais que c'était ça le plan. Je pensais qu'une fois que le moteur serait remis à neuf, on allait le démarrer et se dire « Ok, on passe à l'habitacle ». Et en ce moment, je sais pas vraiment ce qu'on va faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de nettoyer ces cylindres du mieux qu'on peut. Mais en même temps, on ne veut pas les abîmer. Je me sers juste d'un peu de laine d'acier pour passer sur les bords de ces cylindres avec un peu de WD-40 et avec un peu de chance enlever toute cette rouille. Tony, t'as déjà mangé? Non. On va rester ici un moment, donc je pense qu'on va devoir le faire. On prend nos plats préférés. Je pense qu'on devrait. Donc, pendant que je continuais à essayer de nettoyer ces 6 cylindres, et je n'ai pu nettoyer que la moitié supérieure, mon père et Matt sont allés nous chercher des Y-Food. On prend lequel? Happy Banana! On doit rester heureux, donc on a besoin de Happy Banana. Mais ça s'avérait difficile. Tout est vraiment sombre. Je n'ai toujours pas réussi à enlever les taches sur les parois du cylindre. Ce moteur pourrait bien finir en table basse dans mon bureau. C'est une table basse qui coûte cher. C'est une bonne table basse. Maintenant, j'ai fait de mon mieux avec 3 cylindres du côté d'un moteur. Il est temps de passer aux 3 autres cylindres de l'autre côté. Y a plus rien. Ouais, c'est fini. Gauche. Ça ne marche plus. Bon, voyons le bon côté des choses. Ça va être une belle table. Voilà, c'est bon. On a fait tout ce qu'on pouvait. Si on le démonte, les cylindres vont racler. Si on le fait tourner, les cylindres risquent de racler. C'est le moment qu'on attendait tous. Voyons voir si le moteur tourne. Si jamais le moteur tourne sans racler les cylindres, c'est gagné. S'il ne tourne pas, ce qui est tout à fait probable, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais tout ce que je sais, c'est que je vais boire une gorgée de Happy Banana, pour au moins me remonter un peu le moral. Et essayons de faire tourner ce truc. Mon père va se servir de ça. Ça va servir à retourner le volant qui est attaché au vilebrequin, qui est relié aux bielles, et les bielles sont reliées aux pistons qui sont à l'intérieur des cylindres qui pourraient potentiellement casser.
26 vitamines et minéraux dans un seul de ces produits. Il est riche en fibres, en protéines, sans lactose, sans gluten et sans sucre ajouté. C'est une boisson qui remplace un repas. Mais maintenant, c'est enfin le moment de faire tourner le moteur Porsche. On est prêt? On espère qu'il n'est pas bloqué. Il tourne? J'y crois pas. Le moteur tournait. Ce qui est bon signe pour la bielle. 2 pistons remontent. Si vous êtes toujours en déplacement comme nous, une de ces boissons de remplacement de repas est vraiment parfaite pour vous. Et c'est vrai, je prends Y-Food pour le déjeuner et parfois pour le petit déjeuner quand je suis pressé. Et le mieux, c'est qu'il y a plein de saveurs différentes à choisir. On dirait que je suis un peu surpris que ça ait tourné. Ce qui est positif, c'est que ça veut dire qu'une des bielles n'est peut-être pas tordue. Le fait que le moteur tourne et que les pistons arrivent tout en haut des cylindres montre que les bielles ne sont pas tordues. Donc le moteur s'est probablement arrêté avant de finir dans l'eau. On dirait qu'on n'a pas de bielle tordue. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un pack dégustation Y-Food pour trouver votre saveur préférée grâce au lien dans la description ci-dessous. Et avec mon code promo qui s'affiche à l'écran en ce moment, vous bénéficierez d'une réduction sur ce pack dégustation. Si vous voulez commencer à vous sentir en meilleure santé en évitant de manger du fast-food à midi, c'est l'occasion rêvée. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, on retourne le moteur pour vérifier l'autre côté. Ouais, c'est en haut. Je dirais qu'aucune des bielles n'est tordue. Donc tu penses qu'aucune des bielles n'est tordue, mais que les pistons et les cylindres sont abîmés. Je pense que les cylindres... Je ne pense pas qu'on puisse faire tourner un cylindre comme ça. Je sais pas trop. Je sais pas trop quoi faire dans ces cas-là. Le moteur a l'air en bon état, sauf les chemises de cylindre. Et celles-ci doivent être en parfait état. Si elles sont abîmées, le moteur est fichu. Contrairement à certains blocs cylindres où on peut faire remplacer les chemises car elles sont amovibles. Mais ce moteur Porsche est un bloc d'aluminium monobloc. Donc ce n'est pas possible de le faire. Salut. On a besoin de ton aide et de ton avis. Oh mon Dieu. Si ça était un moteur que t'étais en train de reconstruire, tu ferais quoi? Est-ce que tu vois ça? Cette marque? Et ça a l'air un peu rugueux. Il faut dire que ça a été sous l'eau. C'est de la corrosion. On dirait que le seau s'est décollé. Quand on fabrique ces moteurs Porsche, on recouvre les chemises de cylindres d'un spray spécial, qui est censé réduire la friction et la chaleur dans le cylindre, et qui est assez résistant à la corrosion. Sauf si le cylindre est plein d'eau et que la rouille a rongé ce revêtement. Et quand ça arrive, ce cylindre ne sert plus à rien. Et alors, quelle est la solution à ce problème? Mais il y a un nouveau bloc. Super. Ça va marcher. Ça va marcher. Ça va sûrement fumer. Et puis, en gros, l'anneau dans la chemise va se désintégrer. Je dois donc maintenant prendre une décision. J'ai déjà acheté un tout nouvel habitacle, mais pour réparer ce moteur, on dirait que je vais devoir acheter un autre bloc cylindre. Je ne sais pas trop quoi faire. Ok, Ricky a rendu son verdict, qui semble assez logique en fait. C'est de l'aluminium, un bloc d'aluminium qui est recouvert d'un revêtement qui s'est décollé. On vient d'envoyer le numéro d'identification du véhicule à Ricky, et il va voir combien coûte un bloc. On va bientôt savoir combien d'argent on peut encore gaspiller pour cette voiture. Un message. Ça pourrait être le facteur décisif. 6 346 livres sterling, plus la TVA. Donc si on s'engage, voilà le problème. On a besoin de l'avis de tout le monde là-dessus. Parce que si on s'engage à acheter ce nouveau bloc, non seulement on s'engage à reconstruire entièrement le moteur, mais en plus on ne sait pas si les boîtes de vitesse fonctionnent. On ne sait pas si les systèmes électriques de la voiture marchent. On a encore des dégâts au niveau du toit, des panneaux latéraux et des montants A. On n'a plus d'ailerons, de phares, de pare-chocs, de capots, de pare-chocs arrière. C'est comme si on était tout en bas de la montagne. Donc on a besoin de... Je pense que si j'achète ça, je m'engage. Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas trop. Ouais, je pense que c'est une question difficile. Je voulais vraiment reconstruire ce moteur dans cette vidéo. Mais on ne s'attendait pas à ça. Et voilà le truc. Quand une voiture finit sous l'eau, à quoi s'attendre? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, abonnez-vous et donnez-moi un like. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace out. La tortue appelle Nemo Jellyman. Parce qu'il était avec une méduse. Et je me suis dit, oh, Jelly Dude. You're like a drug that I just can't deny.